Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue aux 20h. Fin de la solidarité entre les membres français de l'Arche de Zoé. La sœur d'un des condamnés dénonce aujourd'hui les mensonges du président de l'association, Éric Breteau. Ce dernier, apparemment affaibli, a dû être hospitalisé au sein de la prison de Fresnes où tout le groupe est désormais incarcéré. Au Pakistan, Al-Qaïda nie être à l'origine de l'assassinat de Benazir Bhutto. La version officielle donnée par le pouvoir ne satisfait d'ailleurs pas non plus les partisans de l'ex-premier ministre qui ont continué à manifester aujourd'hui. Dans ce journal, nous verrons pourquoi le risque de chaos au Pakistan peut menacer l'équilibre de la région mais aussi du monde entier. L'espoir plus que jamais en Colombie. Ce soir, les hélicoptères qui doivent récupérer les 3 otages libérés par les FARC sont à moins de 100 km du point de contact. Tout est prêt, ils n'attendent plus que le feu vert de la guérilla. Une bonne nouvelle pour ceux qui ne savent pas faire la cuisine. Il paraît que les progrès au rayon surgelé permettent aujourd'hui de faire un excellent réveillon sans se fatiguer. Démonstration dans ce journal. Buren au burin, le sculpteur envisage de démolir ses célèbres colonnes au Palais Royal à Paris si elles ne sont pas restaurées. L'artiste dénonce l'inaction de l'État pour protéger son œuvre. On commence avec le retour des 6 Français de l'Arche de Zoé. 2 informations ce soir. D'abord, le tribunal qui doit transcrire leur peine en droit français se réunira à Créteil le 14 janvier prochain. À cette occasion, tout le monde sera définitivement fixé sur son sort. Mais en attendant, le retour sur le sol français a délié certaines langues et a, semble-t-il, mis fin à la solidarité du groupe. Reportage Loïc Delamornay, Pauline Dordy, Vincent Kellner. Dans sa valise, quelques affaires pour son mari, pour endurer la prison. Ce matin, l'épouse du docteur Van Winkelberg est l'une des premières arrivées à Fresnes. Vous allez lui dire quoi? Que je l'aime. C'est la première fois qu'elle va revoir son mari, car hier au Bourget, elle ne l'a même pas entreaperçu. Liberté! Les militants de l'Arche de Zoé avaient prévu un comité d'accueil, criant à l'injustice et oubliant un peu vite les conditions rocambolesques dans lesquelles l'association a agi. Le Boeing tchadien se pose, mais les détenus sont évacués par une sortie militaire de l'aéroport, loin des regards. Aujourd'hui, leurs familles ont enfin pu les rencontrer à plusieurs reprises. L'administration pénitentiaire a fait preuve de souplesse. La plupart des membres du groupe sont en cellule classique, mais Éric Breteau est à l'hôpital pénitentiaire. Il est dans un état de santé critique. Il a perdu 20 kilos. Elle pleure. Et pourtant, elle n'a jamais pleuré de sa vie. Mais la solidarité du groupe affichée jusqu'ici se fissure. Il critique comment tout a été fait, la manipulation qui a été faite. Et quand il posait des questions, quand il est arrivé et qu'il posait certaines questions, c'était toujours très évasif. Et il a vu des choses qui n'ont pas lieu d'être. Philippe n'a rien commandité, il ne doit pas être à la même enseigne que le cerveau de l'opération. C'est qui le cerveau pour vous, l'opération? Certainement Breteau, non? Dans ses mains, une enveloppe. À l'intérieur, les confessions de son mari qu'elle promet explosives. Oui. C'est sympa ce que tu dis. N'oublie pas que Philippe est président du COPOD. Quoi qu'il arrive, l'affaire ne sera pas rejugée, ni appel, ni cassation. Si la peine de 8 ans de travaux forcés est commuée en 8 ans de prison, les condamnés ne pourront sortir qu'à mi-peine en 2011. Pour sortir plus tôt, seule solution, une grâce du président tchadien ou une libération conditionnelle parentale pour ceux qui ont un enfant de moins de 10 ans. Dernière piste, un hypothétique appel à la Cour européenne des droits de l'homme. 40 morts en 2 jours, la tension ne retombe pas au Pakistan après l'assassinat de Benazir Bhutto. Et du côté de l'enquête, la version officielle donnée par le pouvoir n'a rien apaisé, bien au contraire. Al-Qaïda nie être à l'origine de cet attentat et les partisans de l'ex-premier ministre s'interrogent désormais sur les conditions réelles de cette mort. Bernard Lebrun. Le dernier meeting. Que s'est-il passé jeudi après-midi 27 décembre, à la fin de cette réunion politique de feu Benazir Bhutto? Tout se déroule autour et à l'intérieur de cette voiture blanche, un 4x4 blindé à toit ouvrant. Première version du gouvernement, avec à l'appui cette vidéo, je cite. Madame Bhutto se serait elle-même mortellement blessée, derrière l'oreille, sur la poignée du toit ouvrant de sa voiture en se ruant à l'intérieur du véhicule du fait d'une explosion. Fin de citation. Voici le même document de meilleure qualité. En effet, Benazir Bhutto, sorti par le toit, salue ses militants dans la rue centrale de Rawalpindi.
Voyez au ralenti le passage important. Madame Buteau est toujours à l'extérieur du véhicule. Dans le cercle rouge, le pistolet de l'assassin tire déjà. Voici la même scène à vitesse normale avec le son. 4 coups de feu. Après seulement une bombe explosant dans la foule du tireur. Il ne reste que le pistolet. Tel quel, les faits donnent plutôt raison à la famille Buteau qui parle dans son fief de l'Arcana d'un assassinat et de la trace de l'impact visible lors de la toilette mortuaire d'une balle en pleine tête. Un assassinat qui pour l'opposant du gouvernement, Nawaz Sharif que l'on voit ici, justifie le boycott des élections. Mais le gouvernement pakistanais ne partage pas du tout cette opinion. Je pense que c'est un débat tout théorique que de savoir comment elle est morte. Et qu'il est bien plus important pour moi que le peuple puisse apprendre qui l'a tuée. Pas Al-Qaïda, selon son porte-parole local, qui osait affirmer ce matin ne jamais tuer de femme. Alors qui ? Une certitude, la moitié du pays est en colère et accuse le président Musharraf ou les islamistes d'avoir assassiné ou laissé assassiner Benazir Bhutto. Depuis 2 jours, plus de 45 personnes sont mortes dans ces émeutes et des millions de dollars de bâtiments publics sont partis en fumée. Et sur place, on retrouve maintenant notre envoyé spécial Philippe Rochaud. Philippe, vous êtes à Islamabad, la capitale du Pakistan. Quelle est l'atmosphère là-bas ce soir ? Moi je dirais que ça ressemble à une atmosphère de couvre-feu, même si le gouvernement n'a pas pris cette décision d'ordonner aux gens de rester chez eux. Mais les gens le font quand même, ils restent chez eux parce que d'abord il n'y a plus d'essence pour circuler, il n'y a pratiquement plus d'électricité sur la ville. Les liaisons aériennes intérieures ont même été interrompues, peut-être qu'elles reprendront demain. Mais vous voyez, le pays est vraiment en crise et les gens sont obligés de se contenter de vivre à la maison et de parler bien sûr de cet attentat. Alors Philippe, pour sortir de cette crise, on a beaucoup aussi parlé des élections législatives. Elles sont prévues pour le 8 janvier prochain. Il semblerait ce soir qu'elles puissent être reportées. Quel est l'enjeu de ce scrutin exactement ? Écoutez, pour l'instant, le président Musharraf maintient toujours ces élections au 8 janvier, ce qui est assez stupéfiant parce que les gens ici nous disent « mais ces élections, elles auront quelle signification ?» Le principal opposant politique, Benazir Bhutto, a été supprimé physiquement. Nawaz Sharif, qui était le numéro 2 de l'opposition, on peut dire, a appelé au boycott de ces élections. Donc finalement, le scrutin qui va sortir de là ne sera absolument pas représentatif de l'électorat pakistanais. Donc pour l'instant, ces élections sont maintenues. Quelques jours avant, elles peuvent être encore reportées, mais il faudra beaucoup de temps pour qu'on reconstitue ici un véritable écheveau politique qui avait été sérieusement détruit par les attentats de ces derniers jours. Merci Philippe. Alors on vous parle beaucoup du Pakistan depuis 2 jours, depuis cet assassinat de Benazir Bhutto. La raison en est très simple, ce qui se passe dans ce pays peut avoir des conséquences, non seulement dans la région, mais aussi dans le monde entier. Regardez cette carte pour mieux comprendre. Le Pakistan, c'est un peu plus de 169 millions d'habitants, tous ou presque musulmans, avec une particularité. Le pays possède l'arme atomique, comme son voisin et ennemi indien. Et le problème, c'est que si le chaos devait s'installer, bien beaucoup redoutent que l'arsenal nucléaire ne tombe dans les mains des terroristes d'Al-Qaïda tout proches. Depuis la guerre d'Afghanistan, tous les chefs talibans, dont probablement Osama Ben Laden, sont réfugiés à la frontière avec le Pakistan. Jérôme Bernard. Avec ses 169 millions d'habitants, le Pakistan est le 2e État musulman du monde, après l'Indonésie. En 60 ans d'existence, cette république islamique n'a jamais connu de démocratie stable. Une seule et simple raison, à l'indépendance, les Britanniques n'ont laissé aucune institution derrière eux. Un boulevard donc pour les militaires qui depuis dictent leurs lois, quitte parfois à s'appuyer sur les fondamentalistes à leur risque et péril. Pakistan, l'enjeu pour la région. Le Pakistan est un État stratégique. À l'Est, l'Inde, l'ennemi héréditaire, détenteur lui aussi de l'arme nucléaire, les 2 États se disputent depuis des années, la région du Cachemire. À l'Ouest, c'est l'Afghanistan, une zone très instable depuis 30 ans. Pakistan, un foyer islamiste. À la frontière des 2 pays, cette région poreuse qu'Islamabad n'a jamais pu contrôler, les zones tribales, un refuge terroriste. C'est pour cela que les États-Unis y mènent une guerre sans merci et que Washington a dépensé 10 milliards de dollars pour aider le général Musharraf. Mais dans le même temps, le pouvoir pakistanais laisse pulluler les madrassas, les écoles coraniques, où l'islamisme radical prolifère. Pakistan, le danger nucléaire. Aujourd'hui, la crainte numéro 1 des Occidentaux, c'est que l'arme nucléaire, l'une des 50 ogives pakistanaises, ne tombe entre de mauvaises mains. Beaucoup pensent que l'armée reste encore le dernier rempart contre le chaos, mais on l'a dit, fragilisée
et infiltrés par les islamistes. Nom de code Emmanuel, l'opération de récupération des 3 otages en Colombie a débuté aujourd'hui dans sa première phase. Désormais, les délégations internationales se trouvent à moins de 100 km de leur objectif. 2 hélicoptères n'attendent désormais plus que le signal de la guérilla, un signal qui se résume en quelques chiffres, ceux des coordonnées satellitaires pour récupérer les otages dans la jungle. Jack Cardoz. Ils n'attendent plus que le feu vert des FARC. Les hélicoptères du Comité international de la Croix-Rouge ont pris position sur l'aéroport de Villavicencio en Colombie. Ce sont eux qui doivent rapatrier les otages, eux qui doivent se rendre quelque part dans la jungle à destination de ce point de rendez-vous tenu secret et que la guérilla marxiste ne délivrera qu'au dernier moment. Nous espérons que la deuxième partie de cette opération humanitaire va pouvoir débuter. Nous espérons pouvoir présenter rapidement à la presse et à la communauté internationale une opération pleinement réussie. L'interlocuteur des FARC n'est autre que le président vénézuélien Hugo Chavez, celui qui aime à se montrer devant les caméras, jouant les libérateurs. Nous avons réduit les risques au maximum. À présent, nous avons bon espoir que Clara, Consuela et Emmanuel soient très rapidement chez eux. En Colombie, les familles attendent nerveusement ce dénouement heureux, insupportable attente. Malgré tout, elles se veulent optimistes. Tout est prêt maintenant, tout a été étudié. Et si ce n'est pas pour aujourd'hui, je suis sûre que c'est pour demain. Selon le gouverneur de la province colombienne concernée, toutes les conditions semblent réunies pour que l'opération soit menée à bien. Toutes, sauf une, le feu vert des FARC. Et ultime pied de nez aux États-Unis, apparemment Hugo Chavez ne peut pas s'en empêcher. Le président vénézuélien s'est offert pour cette opération les services d'un des symboles d'Hollywood. Le réalisateur Oliver Stone sera dans l'hélicoptère avec sa caméra pour un remake de Platoon version jungle colombienne. Ce dernier a été autorisé à filmer toute l'opération. Il faut dire que le cinéaste américain ne tarit pas d'éloges sur Hugo Chavez. C'est un grand homme, dit-il. Je suis ravi de participer à cette aventure, a-t-il ajouté. Les organisateurs du Dakar ont décidé finalement de maintenir les étapes prévues en Mauritanie. Les récentes attaques terroristes perpétrées dans le pays avaient pourtant de quoi inquiéter, mais les autorités mauritaniennes ont affirmé que la sécurité serait assurée pour les participants. Elles prévoient tout de même de déployer pas moins de 4000 militaires et agents en civil sur le trajet. Hakim Abdelkalek. La menace d'une annulation du Paris-Dakar planait après la mort cette semaine de 4 touristes français. Un quadruple assassinat signé Al-Qaïda selon les autorités mauritaniennes. La traque des 3 tireurs est toujours en cours. Un suspect en possession d'une grenade a été arrêté au Mali. Jeudi, ce sont 3 soldats mauritaniens qui ont également été tués dans une attaque terroriste dans le nord du pays. Arrivés jeudi en Mauritanie, les patrons du Paris-Dakar ont multiplié les contacts avec les autorités locales. Le parcours a été minutieusement étudié. Aucune étape n'a été supprimée ou modifiée. Nous avons prévu de passer 8 jours en Mauritanie et si nous n'étions pas convaincus que la Mauritanie fera ce qu'il faut en termes de sécurité, c'est le Dakar même qui pouvait être mis en cause. Pour sécuriser le rallye, 4000 hommes vont être mobilisés dans le pays. 2000 militaires en uniforme et 2000 agents civils. La menace terroriste a déjà plusieurs fois plané sur le Paris-Dakar. En 2004, 2 étapes au Mali et au Burkina Faso avaient été annulées. Et en 2000, un pont aérien avait été mis en place pour éviter une étape dangereuse au Niger. On va revenir maintenant sur une information qui avait fait très longtemps la une des journaux. Cela fera 5 ans, jour pour jour, demain, 5 ans que le centre de Sangatte, près de Calais, a été fermé. Il accueillait, vous le savez, les clandestins, candidats à une vie meilleure vers la Grande-Bretagne. Alors où en est-on aujourd'hui? Les problèmes ont-ils été résolus? C'est l'enquête de cette édition. Elle est signée Elsa Palot et Dominique Mass. Toujours le même chemin, le long des voies ferrées, pour être plus discret. Malgré tout, dans Calais, les migrants sont aujourd'hui bien visibles, 5 ans après Sangatte. Près de 400 personnes viennent ainsi chaque jour attendre le repas livré par les associations. À gauche, les Africains, à droite, les Afghans, Irakiens et Kurdes, 2 files pour éviter les conflits. Ok, week-end. Nazenine Lagili, elle salue, prend des nouvelles. Depuis 2001, elle interprète et informe les clandestins sur les dangers du passage en Angleterre. Pour elle, depuis la fermeture de Sangatte, rien n'a vraiment changé. Ils continuent à rêver, oui, effectivement, ouais, ils continuent à rêver. Et on leur vend du rêve, donc malheureusement, ouais. Je viens de Bagdad. C'est vraiment difficile là-bas. Il y a beaucoup de problèmes et de dangers.
Je veux absolument aller étudier en Angleterre. Et ce rêve a attiré 70 000 migrants pendant les 3 années d'existence de Sangatte. À une dizaine de kilomètres de Calais, le centre d'hébergement géré par la Croix-Rouge a littéralement implosé au fil des ans. Puis ce fut la fermeture en 2002, inévitable pour Nazenine. D'avoir comme ça quelque chose en bordure de frontière comme ça, c'est pas évident. Et puis il y avait quand même aussi que 14 douches. On est monté à des populations de jusqu'à 1800. Ingérable, la situation l'est toujours 5 ans après. Les migrants se pressent dans cette permanence de soins pour des gales, grippes et parfois tuberculose. Les conditions sont très difficiles, très dures, parce qu'il fait froid ici. Je dors dans la forêt, donc c'est vraiment dur pour moi. Je pense qu'il faut quelque chose pour les accueillir. La preuve, on a supprimé Sangatte et il y en a toujours presque autant. Ils sont dans la rue, ils sont dehors, quoi. Peut-être auront-ils un hébergement si les températures descendent en dessous de 0, comme la semaine dernière. En attendant, les ombres des migrants continuent d'errer dans les rues et sur le port de Calais. Il y a parfois des lois que personne ne respecte. Saviez-vous que l'utilisation des feux d'artifice est interdite dans les grandes villes en France le soir du 31 décembre? Voilà qui fait sourire quand on a en mémoire les réveillons précédents. Et cette année n'a aucune raison d'être différente. À Paris, par exemple, la vente, qui est officiellement prohibée depuis le 15 septembre, eh bien, la vente peut se faire, nous l'avons constaté. Sylvain Lepetit, Arnaud Wüst. Si vous êtes parisien, voilà ce que vous n'aurez pas le droit de faire le soir du 31 décembre. À Paris, comme dans certaines grandes villes de France, les préfectures interdisent l'utilisation de feux d'artifice et de pétards. Dans la capitale, la vente en est même suspendue depuis 2 semaines. Enfin, en théorie. Oui, alors je voudrais un feu d'artifice. Vous voulez quoi comme type de feu d'artifice? Un truc qui pète bien, qui a des couleurs, qui a du volume. Ce client va dépenser 460 € pour illuminer son réveillon, au grand bonheur du vendeur, pas très au fait de la législation. On n'a pas été prévenu effectivement de cette interdiction, de cet arrêté. Autre magasin, même discours. Ici on vend tout type de pétards, même si on reconnaît que certains, comme ces mortiers, sont dangereux, mal utilisés. Et ça peut blesser les gens parce qu'il y a des galopins qui se sont amusés à prendre ce machin, allumer la mèche et à viser carrément les ordres de police ou les voisins. Tiens, c'est marrant, la fenêtre est ouverte, paf, hein, et on va réveiller la voisine. Mais avec le feu qui se déclenche. Nous avons donc pu acheter mortiers, fusées et gros pétards pour les montrer à un artificier. Et ces pétards contiennent à peu près 5 grammes d'explosifs. Si vous le tenez à la main, lorsque ça fonctionne, vous pouvez avoir la main très abîmée. Hein, aussi bien par l'effet d'éclatement que par l'effet de chaleur. Hein, ça monte à très haute température. Jusqu'à 3000 degrés pour ces feux de Bengale. Alors si vous organisez un feu d'artifice, respectez les normes de sécurité. Chaque année, 150 personnes sont blessées. Et en parlant de réveillon, les stations de ski ont fait le plein cette année. Pour cette 2e semaine de vacances, les Alpes affichent complet ou presque. Vous étiez nombreux cet après-midi à prendre votre location, comme on dit. Reportage à Valmorel, Arnaud Comte, Thierry Monnier. Premier planté de bâton et première sensation. Il y a ceux qui n'ont rien perdu de leur technique et ceux qui ont, comment dire, le ski un peu rouillé. Première descente, ça fait mal aux cuisses. Vous avez perdu l'habitude? Oh bah bien sûr, j'ai pas skié depuis 18 mois, puis j'ai jamais très bien skié moi. Ce matin sur la route, cet après-midi sur la piste. Certains ne perdent pas une seconde pour goûter la neige. La tête la première. Première cascade, hein. On n'a même pas encore la porte, on a skié de la neige, on est venu direct. Pierre, bah oui, elle est bonne. Très bien, impeccable. Pas trop de problème de verglas, elle est impeccable. Il fait bon, il fait frais, il n'y a pas de souci. Mieux que l'année dernière. Oui, l'année dernière, il n'y a pas grand-chose, hein, c'est vrai. Aujourd'hui, la station a été rythmée par les chassés-croisés. Ces jeunes Lillois viennent d'arriver pour fêter le Nouvel An. Avec eux, toute la panoplie du bon montagnard. Qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier quand on vient au ski? Bah la bière surtout. Pour cette dernière semaine de l'année, les vacanciers ont envahi les stations de ski. Il faut dire qu'à Valmorel, comme dans la vallée, tout le domaine est ouvert. Un excellent début de saison pour les professionnels. La semaine de Noël a été remplie à peu près à 80%, c'était très fractionné. Et puis pour la semaine qui s'annonce, elle s'annonce vraiment bien puisque les taux de réservation sont à 100%. Neige et soleil, bref, le bonheur. Et ce ne sont pas les enfants qui vous diront le contraire.
Autre destination prisée pour ces fêtes, New York. Plus que jamais cette année, les Français se sont rués outre-Atlantique. N'y voyez pas un geste politique, un quelconque soutien à George Bush, non pas du tout. La raison est bassement matérielle. Avec un euro aussi fort face au dollar, jamais la grosse pomme n'avait été aussi bonne à croquer. Martine Laroche-Joubert, Pascal Geoffriot. Fini le temps où la Statue de la Liberté battait le record des files d'attente des touristes français à New York. Aujourd'hui, changement de cap. Avec l'euro pour boussole, ils se pressent devant les boutiques à la mode. On est arrivé vers 9h15, sachant que le magasin ouvrait à 10h, il y avait déjà une queue de 100 mètres. Et à 10h, il y avait une queue de plus de 500 mètres de long. Ça vous ennuie pas de faire la queue quand même, pendant 45 minutes? C'est comme une attraction à Euro Disney. L'euro de plus en plus fort face au dollar change leurs repères, bouleverse les usages et dope leur morale. Quand on a eu l'habitude d'un dollar très fort, c'est agréable de venir dans une ville qui finalement coûte moins cher qu'à Paris. Pour qu'on arrive à le traîner dans une queue pour faire les magasins, c'est que vraiment c'était une affaire là. Vêtements, électronique, New York pour les heureux détenteurs d'euros se transforme en caverne d'Ali Baba, un conte de fées moderne. Alors là, qu'est-ce que vous avez acheté? Un iPod 80 Go. Par rapport à la France, il y a 80 € de différence. Une frénésie d'achat, mais pas de folie. Les Français ne se voient pas encore en flambeur et gardent pour la plupart leur sang-froid devant les vitrines des grands joailliers. Vous avez envie d'aller chez Tiffany? Oui, mais pour le plaisir des yeux, là c'est autre chose quand même. Mais c'est vrai que c'est très chouette. C'est beau à regarder, ouais. Alors les Français sont-ils tiraillés entre l'envie de consommer grâce à l'euro ou le goût de se cultiver? Devant le musée d'art moderne, la réconciliation. Est-ce que vous préférez faire des courses ou aller au musée? On fait les deux. Étant donné que la faiblesse du dollar, on fait bien sûr beaucoup de courses. Et puis on fait les musées parce qu'il y a des choses à voir qu'on ne peut pas voir en France. Avec l'euro fort, les Français jouent les rois à New York. Au paradis des comédies musicales, ils tiennent le haut de l'affiche. Certains le vivent comme une angoisse. Le réveillon du jour de l'an approche. Et comment faire pour recevoir quand on ne sait pas cuisiner? Eh bien, n'en déplaise aux puristes, la solution existe aujourd'hui au rayon surgelé. Il faut dire que les progrès et les efforts des industriels dans ce domaine sont réels et ces derniers l'affirment, un bon réveillon au surgelé ne refroidira pas vos amis. Vous ne serez même pas obligé de leur dire. Laurence Decherf, Chloé Leccormery. Pour les livres de recettes, c'est direction carton. Dans 4 jours, la famille Masse déménage, alors pas question de perdre du temps et de jouer au chef cuisinier. Le menu du réveillon de la Saint-Sylvestre sera donc surgelé de l'entrée au dessert. On a choisi les petites mises en bouche pour l'apéritif, les gambas, les noix de Saint-Jacques, petit gratin de pommes de terre, sans oublier les légumes, les aubergines, les petits fagots d'haricots verts. Les petites entrées comme ça, c'est vraiment bluffant. Vous mettez ça sur un buffet, on a l'impression que c'est un traiteur qui est venu présenter tout ça. Pour le leader du surgelé, le chiffre d'affaires double pendant les fêtes. Chaque année, la gamme des produits festifs change. La moitié des ventes sont des produits élaborés, inventés ici, par des cuisiniers. Pour le chef, la surgélation d'aujourd'hui n'altère ni le goût, ni la texture. Vous n'avez pas de création de gros cristaux à l'intérieur du produit. Ce qui fait qu'en fait, on restitue exactement le produit tel qu'il a été surgelé. Il faut mettre le champagne vraiment à la fin et sans cuire la sauce. C'est vrai, tu as raison, les morilles en plus petits morceaux, c'est mieux. Mais c'est un peu trop fort, piquant. Une fois validée, la préparation sera fabriquée industriellement et surgelée à moins 80 degrés. Une technique qui permet toutes les audaces. Que ça soit dans les couleurs, dans les textures, dans les associations, je n'ai pas de contraintes. La surgélation pour moi est un moyen de conservation. Près de la moitié des achats de surgelés se fait en grande surface. Alors les distributeurs se sont lancés dans ces produits de fête avec leur propre gamme et un atout, le prix. On a 20 canapés au prix de 5,90 €. Bon, en termes de rapport qualité-prix, c'est quelque chose de bien pour mes clients. Un réveillon surgelé qui ne s'annonce pas forcément plus cher qu'un réveillon fait maison, destiné aux flemmards et à ceux qui aimeraient bien profiter aussi de la fête. On va rester dans le goût avec la grande mode de l'huile d'olive. Depuis que l'on sait qu'elle est bonne pour la santé, on la sert presque à toutes les sauces. C'est bien que les producteurs en France ne savent plus comment augmenter leur production. Ils investissent à tour de bras. La consommation a tout simplement été multipliée par 4 en 20 ans. Un reportage à Nyons, aux portes de la Provence. Caroline Thébault, Claire-Marie Denis. Comme des pièces d'or qui tombent du ciel. Car ici, les olives prennent tous les ans de la valeur. Cet agriculteur a vu multiplier son chiffre d'affaires par 10 en 10 ans. Pour ses 3000 arbres, il a investi sur cette nouvelle technique de récolte, plus efficace. Les oliviers sont récoltés comme ça depuis plus de 20 ans et j'ai pas l'impression qu'ils sont malheureux.
C'est sûrement un massage pour eux. Une fois tombées, Elles sont très belles. elles sont encore bichonnées. Quand on voit une olive par terre, on s'arrête, on la prend. Chacune est précieuse. Chacune est précieuse et respectée. Car toute la commune mise aujourd'hui sur cet or vert. De jeunes pieds sont plantés chaque année et un nouveau moulin a vu le jour. Un investissement de 3 millions d'euros. Les olives sont triées, lavées, puis tout est broyé, même le noyau. De A à Z, la température est contrôlée. C'est pas très typique, mais c'est très efficace. On a remplacé le moulin traditionnel en meule de pierre par un moulin moderne, parce que c'est important pour nous dans la traçabilité, dans le suivi de la qualité des produits. Un produit d'appellation contrôlée haut de gamme, bien gardé. Voilà, là nous rentrons dans la salle de stockage de l'huile d'olive. C'est notre coffre-fort, ça représente 160 000 litres d'huile d'olive et environ 3 millions d'euros. Cette huile va se vendre 20 € le litre, 5 fois plus cher qu'une huile espagnole. Un goût unique, disent-ils. La pomme verte, la noisette, l'herbe fraîchement coupée. Car pour être rentable, l'huile d'olive française se vend aujourd'hui comme un grand vin. Une question maintenant. Combien y a-t-il de chevaux en France? Drôle de question et pourtant l'administration française se la pose et personne ne peut y répondre. Résultat, la loi va obliger tous les propriétaires à recenser leurs animaux à partir du 1er janvier prochain. Un recensement électronique grâce à une puce placée sous la peau de l'animal. Les ânes sont aussi concernés, même si cela fera beaucoup de monde, disent les mauvaises langues. Anne-Guy Épée, Julia Delage. Le 1er janvier, ce cheval de selle français sera dans les règles, grâce à une petite puce électronique, pas plus grosse qu'un grain de riz, posée dans l'encolure, par une simple injection. C'est un corps étranger qu'on introduit, donc il y a les tissus qui forment une kyste autour, et elle ne devait plus se déplacer. Cet appareil permet de lire le numéro de la puce, l'identité à vie du cheval. Un contrôle sûr et rapide, par exemple pour les compétitions. Le veto, quand on présente notre cheval, le veto qui fait le contrôle vétérinaire, toc, il a tout de suite son lecteur, ce qui fait que, bon, systématiquement, il sait que c'est le bon cheval. La puce est déjà obligatoire pour participer aux concours et aux courses. Objectif, éviter les fraudes sur l'identité des chevaux. Mais au 1er janvier, tous les équidés devront la porter, y compris les espèces rares comme ce baudet du Poitou, car les papiers de l'animal ne sont pas une garantie. Il y avait des papiers comme ça. Voilà, c'était le papier qui pouvait être trafiqué malheureusement. Donc pour vous, la puce, c'est une garantie supplémentaire? La puce, c'est une garantie, c'est une garantie à tous les niveaux. Tous ces numéros sont répertoriés dans un fichier des haras nationaux. Avec le matricule, on peut retrouver le propriétaire, utile en cas de vol. Mais ils sont encore nombreux à gambader dans les prés sans identité électronique. Plus de 100 000 sur environ 1 million d'équidés en France. On va parler d'un autre animal maintenant. Vous le connaissez tous, vous en avez peut-être même vu sur les plages à marée basse. Il s'agit de l'arénicole. Ce ver des sables, pas particulièrement plaisant à regarder, intéresse de plus en plus les chercheurs pour la qualité de son sang. Imaginez que cette bestiole que vous étiez peut-être prêt à écraser pourrait un jour vous sauver la vie. Laurence Beauvillard, Philippe Turpot. On pourrait croire que ce sont des pêcheurs en quête d'amorce pour leur ligne. Pas du tout. Ce sont des chercheurs de la station biologique de Roscoff. Ils ramassent un drôle de ver, l'arénicole. Les étonnantes capacités de survie de ce ver ont intrigué Franck Zahl et son équipe. Dans un premier temps, c'était d'un point de vue purement fondamental. On essayait de comprendre comment le ver respirait dans l'air et dans l'eau. Parce que vous voyez qu'ici, donc, les animaux sont à sec. Par contre, ils vont se retrouver, quand la marée va monter, ils vont se retrouver sous l'eau. Et on essayait de comprendre en fait comment c'était possible, comment un mécanisme physiologique comme ça pouvait fonctionner. C'est dans le sang de ce ver que la réponse se trouve. Leur hémoglobine est capable de piéger l'oxygène et de le conserver plusieurs heures. Et plus étonnant encore, leur hémoglobine ressemble étrangement à celle contenue dans les globules rouges de notre sang. Ce chercheur a imaginé que tout ce sang pourrait peut-être servir à l'homme. La première application que l'on vise à réaliser, en fait, c'est d'utiliser cette molécule dans la préservation d'organes. Donc augmenter la capacité, la durée de vie des organes en attente de transplantation. La seconde application, c'est en fait d'utiliser cette molécule dans des pansements actifs qui permet en fait d'oxygéner les plaies et d'améliorer la cicatrisation. Et la troisième application, c'est d'utiliser cette molécule comme substitut sanguin.
Mais ne rêvons pas. Pour transfuser du sang d'arénicole à l'homme, il faudra attendre plusieurs années. Par contre, dans 2 ans, il devrait être utilisé pour les greffes d'organes, dans 4 à 5 ans pour les pansements. Les organismes marins sont de nouvelles pistes très prometteuses et de nombreux scientifiques cherchent dans l'océan notre salut de demain. Pour une tentative, c'est une réussite. Le navigateur français Francis Joyon semble bien parti pour battre le record du Tour du Monde à la voile, en solitaire. Il a passé le Cap Horn la nuit dernière avec plus de 9 jours d'avance sur le précédent record détenu par la Britannique, Hélène MacArthur. Le récit de cette incroyable aventure avec Christophe Duchiron. En quelque sorte, en doublant le Cap Horn hier à la nuit tombante, Francis Joyon, le tour du mondiste, a mis un petit coup de clignotant à gauche. C'est pas grand-chose un coup de clignotant, ça fait tic-tac, mais là c'est énorme, car il en a terminé des mers du Sud, ces mers de tous les vices. On a l'impression d'échapper au grand méchant loup du Grand Sud, hein. C'est un petit peu ça quand même, on revient dans une mer connue, l'Atlantique. Mieux qu'un tour du monde, c'est une cascade de records que Joyon n'en finit pas de faire tomber à la barre de son fidèle trimaran, qui l'accompagne en course avec un sens aigu de la performance. 35 jours pour atteindre le Cap Horn, c'est 9 de mieux qu'Hélène MacArthur. Je me sens un petit peu éprouvé, oui, c'est vrai que la mécanique commence à être un petit peu rouillée. Hein, je pense que le bateau a résisté sûrement mieux que moi, mais le bateau a l'air encore tout frais. Il lui reste un tiers du parcours à effectuer, mais la maison se rapproche, elle est juste après l'horizon, et l'incroyable exploit à portée d'étrave. Il y a décidément des œuvres dont le destin est de faire scandale. Après avoir dû se battre pour installer ses colonnes dans la cour d'honneur du Palais Royal à Paris, le sculpteur Buren pousse maintenant un coup de gueule, comme on dit, pour les faire entretenir. Il dénonce ce qu'il appelle le vandalisme de l'État inactif et envisage lui-même leur démolition si rien n'est fait. Marie-Hélène Bonneau, Marie Cazot. Ça c'est les dernières secondes avant que ce soit carrément volé, d'ailleurs pour rien parce que c'est plus utilisable. Vous avez ici, il n'y a même plus de bordure du tout. Et on avance. On a la même chose. Regardez cette chose-là. Vous pensez que c'est normal sur une pièce publique? À chaque croisement ici, il y avait des plots, comme on les voit là-bas. Ces plots ont été arrachés, jamais remis, et tout est tombé en court-circuit il y a déjà au moins 8 ans. Il est très en colère, Daniel Buren. Ces colonnes ont résisté au temps, jamais taguées ni vandalisées depuis 22 ans. En revanche, l'entretien des lieux, des fondations et du système électrique a été négligé depuis des années. Ce matin, Daniel Buren l'expliquait aux visiteurs. Au premier abord, on n'a pas l'impression que ça a bougé, non, quoi. Exact. Et puis après, c'est vrai qu'on voit dans certains détails, là, une colonne abîmée, bon... mais c'est moins grave, ça. Donc, par rapport aux choses très graves, c'est le moins grave. Le plus grave, c'est qu'il n'y a plus d'eau. Plus d'eau dans la fontaine depuis 8 ans. Et c'est devenu pour l'artiste une véritable poubelle à ciel ouvert. Pourquoi on a un trou, par exemple, et rien qui se passe? Ça devient absurde, cette espèce de tranchée, s'il n'y a pas l'eau qui court dessous. Il y a 2 ans, le ministère de la Culture avait chiffré le coût des travaux à 1,5 million d'euros. Depuis, plus rien, et les promeneurs continuent à venir ici chaque jour. Ça a l'air un petit peu à l'abandon, on va dire. Même si les enfants grimpent sur les colonnes, ils ne les abîment pas. C'est un vaste terrain de jeu qui suscite toujours la curiosité. J'aime beaucoup, oui, c'est très agréable, je trouve, faire des photos, c'est très sympa. Selon le ministère de la Culture, la rénovation globale du Palais Royal est programmée d'ici 2011. En attendant, on peut récupérer l'argent dans la fontaine et commencer à économiser. Musique pour terminer, voici une voix que vous avez forcément déjà entendue à la radio. C'est l'une des révélations de cette fin d'année. Elle était top modèle, mais s'ennuyait d'être trop belle, alors elle a voulu chanter et tout le monde se l'est arraché. C'est frais, c'est vert, c'est Mickey Green, elle est australienne et c'est un Français qui l'a découverte. Olivier Lenuzza, Mathieu Birden. Comme dans un rêve, une apparition. I did what I thought what I needed to do. I did what I thought what I needed to do. Mickey Green, souris verte en français. La petite souris, née il y a 23 ans en Australie, vit aujourd'hui à Paris. La pop possède son top. Pendant 4 ans, Mickey Green fait la une des magazines, défile à New York, Milan. Une existence bien remplie, mais une vie vide. Je me sentais vraiment vide à la fin de journée, and I was like, why, you know? So, that's finished. C'est fini et c'est là que tout commence.
Entre deux séances photos, Mickey Green passait son temps à écrire, composer. Les maquettes enregistrées sur son ordinateur, bingo, séduisent le producteur de Manu Chao. C'était une surprise pour moi de décrocher un contrat. J'avais déjà toutes les chansons. C'était bizarre de les entendre une fois enregistrées en studio. Son disque est salué par l'ensemble de la critique. Sa musique passe en boucle à la radio. Les chansons de son deuxième album sont déjà prêtes, car Mickey Green, ancien mannequin, ne veut pas être un phénomène de mode. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Je vous en rappelle l'un des principaux titres. Les 6 Français de l'Arche de Zoé s'apprêtent à passer leur 2e nuit en prison à Fresnes. Ils y resteront au moins jusqu'au 14 janvier, date à laquelle le tribunal de Créteil va transcrire leur peine en droit français. A priori, elle ne pourra pas être inférieure à celle prononcée par les Tchadiens, soit 8 années d'emprisonnement. Les familles entendent bien faire appel, mais entre elles, les premières fissures commencent à apparaître. La sœur d'un des condamnés dénonce aujourd'hui les mensonges du président de l'association, Éric Breteau. C'est tout pour l'actualité de ce samedi. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Nathalie Riouet pour la météo. À 20h50, France 2 vous offre un panel de stars, les stars de l'année 2007. Et puis pour ma part, je vous retrouve demain dès 13h. Excellente soirée sur France 2. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.